La caméra de sécurité avait tout enregistré, sauf la vérité. Avery Dolan rajusta sa cravate et se pencha en arrière dans le bureau exigu de la prévention des pertes, observant la voleuse à l'étalage de 19 ans se tortiller sur la chaise en plastique en face de lui. La jeune femme avait fourré pour 47 $ de maquillage dans son sac. Rien qui vaille la peine d'appeler la police, mais la politique de l'entreprise exigeait la procédure complète. « Écoutez, j'ai géré 12 magasins dans 3 comtés, » dit Avery, sa voix empreinte du calme exercé de quelqu'un qui avait fait cette danse 1000 fois. « J'ai vu tous les trucs. Les faux reçus, l'échange d'étiquettes, les sacs à main leurres. Vous savez quoi? Je n'ai encore jamais vu quelqu'un d'assez stupide pour diffuser son crime en direct. » Les yeux de la jeune femme s'écarquillèrent. Elle chercha son téléphone à tâtons. « J'ai déjà enregistré la vidéo, » continua Avery, faisant glisser une chemise en carton sur la table métallique éraflée. « Votre compte TikTok est là. Publié il y a 20 minutes. Pour que mon maquillage soit parfait. Quoi qu'il en coûte. » Jolie légende. Le moniteur de sécurité clignota, montrant l'intérieur du magasin en temps réel. Samedi après-midi, les clients déambulaient dans les allées, inconscients du drame qui se jouait dans la pièce sans fenêtre derrière le service client. Avery avait mené près de 300 de ces entretiens en 8 ans, gravissant les échelons de la gestion du commerce de détail. Être directeur régional pour les magasins Valumax signifiait gérer la démarque inconnue, la prévention du vol et la parade incessante de gens qui se croyaient plus intelligents que le système. Il était doué pour cerner les gens. Il le fallait. « Je ne volais pas », marmonna la jeune femme, mais sa voix se brisa. « Je testais juste le poids des produits, pour voir comment ils tenaient dans mon sac. » Avery sortit son téléphone et fit défiler ses réseaux sociaux. « Vous avez des amis intéressants. » L'Instagram de la jeune femme était typique. Photos de soirée, selfies en boîte, la course désespérée habituelle à l'attention qui marquait les jeunes générations de ses frères et sœurs. Mais une photo le fit s'arrêter de défiler. Une photo de groupe prise dans ce qui ressemblait à un bar ou un restaurant, publiée il y a 3 jours. La jeune femme était au centre, les bras autour de 2 amis. Mais en arrière-plan, légèrement flou, était assise une silhouette familière. Avery zoomait. Sa femme, Delila, était assise à une table d'angle avec un homme qu'il ne reconnaissait pas. L'horodatage indiquait 23h47 mercredi dernier. Delila lui avait dit qu'elle assistait à une réunion de soutien ce soir-là. Le Serenity Circle, comme elle l'avait appelé, un groupe de soutien pour les personnes dans leur 2e année de sobriété. Elle était rentrée après minuit, affirmant qu'elles avaient pris un café après. Ce bar était à Millfield, à 70 miles à l'est de leur maison de banlieue à Westbrook. Delila n'avait jamais mentionné Millfield. « Monsieur ?» La voleuse à l'étalage le fixait. « Vous allez bien ?» Avery remit son téléphone dans sa poche et se reconcentra sur la jeune femme. « Voici ce qui va se passer. Vous allez signer cet avis d'interdiction de séjour qui vous interdit l'accès à tous les magasins Valumax pendant 1 an. Ensuite, vous allez partir d'ici et réfléchir très attentivement si 47 $ de maquillage valent un casier judiciaire. » La jeune femme acquiesça avec empressement et signa les papiers. Avery l'escorta jusqu'à l'entrée principale, l'esprit déjà ailleurs. Les portes automatiques se refermèrent derrière elle avec un souffle, et il resta un instant dans le vestibule éclairé par des néons, regardant les clients du samedi pousser leur chariot à travers le parking. Son téléphone vibra. Un SMS de Delila. Course à la maison pour 18h. Je t'aime. Envoyé de Westbrook, selon les données de localisation. Mais mercredi dernier, elle était à 70 miles de là, dans un bar avec un inconnu. Avery retraversa le magasin, saluant les employés qui l'accueillirent. 8 ans de semaine de 60 heures lui avaient valu leur respect et un salaire qui le maintenait, lui et Delila, confortables dans leur maison de plein pied à 3 chambres. Pas riche, mais stable. Elle avait pu quitter son emploi à plein temps d'assistante en physiothérapie après avoir terminé sa rééducation, passant à un travail à temps partiel tout en se concentrant sur son rétablissement, du moins le pensait-il. De retour dans son bureau, Avery ouvrit le système de surveillance du magasin et navigua vers les caméras externes. Les flux du parking étaient archivés pendant 30 jours. Il remonta jusqu'au mercredi soir, croisant les informations avec l'horodatage de la photo Instagram. Le Honda Civic n'apparaissait sur aucune des séquences archivées du mercredi soir. Delila avait définitivement été ailleurs cette nuit-là. On frappa à la porte du bureau. Son assistant manager, Poe Hendricks, passa la tête.
La voleuse a rempli les papiers. Ok, demanda Paul. Sortie propre, pas de drame? Avery minimisa la fenêtre de surveillance. Paul, j'ai besoin que tu gères les rapports du week-end. Quelque chose est arrivé à la maison. Paul acquiesça et ferma la porte. Avery s'assit seul dans son bureau, fixant la photo de famille sur son bureau. Lui et Delila lors de sa célébration des 6 mois de sobriété l'année dernière, tous deux souriants, son jeton brillant sous le flash de l'appareil photo. Elle avait dit que la sobriété était la meilleure décision qu'elle ait jamais prise. Juste après l'avoir épousée. Il prit son téléphone et ouvrit l'application de métadonnées de photos qu'il utilisait pour la documentation d'inventaire. Chaque photo numérique contenait des informations cachées, coordonnées GPS, détails de l'appareil, horodatage. L'entreprise avait formé tous les directeurs régionaux à utiliser ces outils pour enquêter sur le vol interne. Les métadonnées de la photo Instagram montraient des coordonnées de longitude et de latitude qui pointaient vers O'Malley's Tavern à Millfield. Publié à 23h52 le mercredi, 5 minutes après l'horodatage de la prise de vue. Avery n'avait jamais entendu Delila mentionner Alley's Tavern ou Millfield ou l'homme assis en face d'elle. Il verrouilla son ordinateur et se dirigea vers le parking. Le trajet vers la maison prenait habituellement 25 minutes, mais ce jour-là, il se retrouva à prendre le chemin le plus long, faisant le tour de quartier qu'il visitait rarement, essayant d'organiser ses pensées. Le rétablissement de Delila avait été exemplaire. 30 jours en cure, 90 jours en ambulatoire intensif, réunion régulière des alcooliques anonymes, un par un, tout le programme. Elle avait bu en secret pendant 2 ans avant qu'il ne découvre les bouteilles vides cachées dans le garage. L'affrontement avait été brutal. Des larmes, des promesses, tout. Mais elle s'était engagée dans le traitement, et pendant 18 mois, tout avait semblé solide. Leur vie intime s'était améliorée. Elle était plus présente, plus engagée. Ils avaient parlé de fonder une famille. Elle avait même suggéré une thérapie de couple pour travailler sur les problèmes de confiance liés à sa période de consommation. Mais mercredi dernier, elle avait été dans un bar à 70 miles de là avec un inconnu. La porte du garage s'ouvrit alors qu'il entrait dans leur allée. La voiture de Delila n'était pas là. Elle était toujours au supermarché. Avery resta un instant dans son camion, regardant leur maison. 3 chambres, 2 salles de bain, jardin paysager à l'avant, nouveau toit l'année dernière. Il l'avait acheté il y a 4 ans, juste avant que sa consommation ne s'aggrave. Il était fier d'assurer une stabilité, un vrai foyer. À l'intérieur, il se dirigea directement vers leur bureau à domicile et ouvrit l'ordinateur portable de Delila. Elle lui avait donné le mot de passe au début de son rétablissement comme mesure de transparence. Il ne l'avait jamais utilisé. L'historique de son navigateur montrait des sites web typiques, blogs de recettes, forums de rétablissement, sites d'achat. Mais l'historique de recherche racontait une histoire différente. Plusieurs recherches de bars et restaurants à Millfield au cours des 6 dernières semaines. Des recherches sur comment supprimer l'historique de localisation et des applications qui ne suivent pas la localisation. La poitrine d'Avery se serra. Il ouvrit son compte email. La plupart des emails étaient des newsletters de routine, des confirmations d'achat, de la correspondance avec son parrain. Mais, enfoui dans le dossier des réseaux sociaux, se trouvaient des notifications d'applications qu'il ne reconnaissait pas. Quelque chose appelé Pure qui promettait des connexions discrètes pour adultes. Une autre appelée Seeking Arrangement avec le slogan Relations selon vos termes. Les notifications de l'application Pure dataient du mois dernier, nouvelle correspondance dans votre région. Message de Tranfighter 92. Profil consulté par Discrete à Millfield. Avery ferma l'ordinateur portable et se dirigea vers la cuisine. Par la fenêtre, il pouvait voir leur voisin tondre sa pelouse. Des enfants jouant dans un jardin de l'autre côté de la rue. Un après-midi de samedi normal en banlieue. Son téléphone vibra. Delila encore. Le magasin était bondé. Je prends aussi des choses pour le dîner. À la maison pour 19h. Il répondit par SMS, pas de précipitation. Je regarde le match. Il n'y avait pas de match. Il n'était même pas sûr de la saison. Avery passa l'heure suivante à fouiller leur maison méthodiquement. Dans la commode de Delila, derrière sa boîte à bijoux, il trouva un petit récipient de pastilles rafraîchissantes qu'il n'avait jamais vu auparavant, le genre vendu aux caisses des pharmacies et commercialisé pour les moments intimes. La date d'expiration était le mois prochain. Récemment acheté. Dans la console centrale de sa voiture,
il trouva un ticket de parking de Millfield daté d'il y a 2 semaines. Le parc-mètre avait fonctionné pendant 4 heures, de 20 heures à minuit. Dans l'armoire à pharmacie de la salle de bain, derrière ses ordonnances, se trouvait un petit flacon de parfum qu'il n'avait jamais senti sur elle. Le reçu était toujours dans la boîte, acheté dans un grand magasin de Millfield il y a 3 semaines. Chaque preuve pointait vers des voyages réguliers à Millfield, une ville qu'elle n'avait jamais mentionnée en 3 ans de mariage. La porte du garage s'ouvrit avec un grondement à 19h15. Avery était assis à la table de la cuisine, les mains croisées, quand Delilah entra avec les sacs de course. « Désolée d'être en retard, dit-elle, l'embrassant sur la joue. Elle sentait le parfum inconnu. Le trafic était fou. Pas de problème, dit-il. Comment s'est passée ta journée? Des courses ennuyeuses, l'épicerie, rien d'excitant. Elle commença à déballer la nourriture sur le comptoir. Comment c'était le travail? J'ai attrapé un voleur à l'étalage. Samedi typique. C'est bien. Enfin, pas bien que quelqu'un vole, mais bien que tu les aies attrapés. Elle semblait nerveuse, parlant plus vite que d'habitude. J'ai pris de quoi faire le plat de pâtes que tu aimes. Je pensais qu'on pourrait cuisiner ensemble ce soir. Ça me semble parfait. Avery la regarda bouger dans la cuisine, notant des détails qu'il avait manqués auparavant. Son téléphone, face cachée sur le comptoir, vibra 2 fois. Elle y jeta un coup d'œil mais ne vérifia pas les messages. Delilah, tu connais quelqu'un à Millfield? Elle se figea. Une boîte de pâtes à mi-chemin du placard. Millfield? Non, je ne crois pas. Pourquoi? L'un de nos magasins envisage d'y ouvrir une succursale. Je devrais peut-être y aller pour l'étude de site. Oh. Elle reprit le rangement des courses. C'est assez loin, n'est-ce pas? Environ 70 miles à l'est. Tu y es déjà allé? Je ne crois pas, elle ouvrit le réfrigérateur et passa trop de temps à arranger les articles à l'intérieur. Peut-être qu'on a juste traversé une fois en allant ailleurs. Avery acquiesça et sourit. Probablement. Je ne peux pas suivre toutes ces petites villes. Ils cuisinèrent le dîner ensemble, parlant du travail et des projets du week-end, et s'ils devaient planter un jardin le printemps prochain. Conversation de couple marié normale. Mais Avery remarqua comme elle gardait son téléphone près d'elle. Comme elle s'excusa 2 fois pour aller aux toilettes. Comme elle semblait jouer la normalité plutôt que de la vivre. Après le dîner, ils regardèrent un film sur le canapé. Delilah se blottit contre lui, la tête sur son épaule, et un instant, il se persuada presque qu'il avait mal compris l'épreuve. Peut-être avait-elle une amie à Millfield qu'elle avait oublié de mentionner. Peut-être les emails d'application de rencontre étaient-ils des spams. Peut-être le parfum était-il un cadeau de quelqu'un au travail. Mais alors son téléphone vibra sur la table basse et il vit l'aperçu de la notification avant qu'elle ne puisse l'attraper. Tranfighter 92. Je pense encore à mercredi soir. Delilah supprima le message sans le lire et se tourna vers le film, mais Avery en avait assez vu. Tranfighter 92 figurait dans les notifications de l'application pure sur son email. Le même Tranfighter 92 qui pensait apparemment à mercredi soir. Le même mercredi soir où elle lui avait dit qu'elle était à une réunion de soutien. Le même mercredi soir où elle avait été photographiée dans un bar de Millfield. Après le film, ils allèrent se coucher. Delilah s'endormit rapidement, respirant profondément à côté de lui. Avery resta éveillé, fixant le plafond, pensant à 8 ans de semaine de 60 heures, au paiement de la maison et au nouveau toit, et à la vie qu'ils avaient construite ensemble, à la confiance qu'il avait lentement reconstruite après son rétablissement, au mensonge qu'elle lui avait dit il y a 3 heures quand elle avait affirmé ne connaître personne à Millfield. À 2 heures du matin, il se leva discrètement et se rendit au bureau à domicile. Leur installation informatique comprenait un système de sécurité domestique intelligent, caméra aux portes d'entrée et de derrière, détecteur de mouvement, tout le nécessaire. Delilah avait suggéré de l'installer l'année dernière comme mesure de sécurité. Le système archivait les séquences pendant 60 jours. Avery consulta les flux historiques et commença à remonter le temps au cours du mois dernier. La plupart des jours montraient une activité de routine, lui partant au travail, elle partant pour ses quarts de travail à temps partiel à la clinique de physiothérapie, des livraisons, des voisins promenant leurs chiens. Mais il y a 3 mercredis, la caméra de la porte arrière montra Delilah partir à 19h30, portant la robe qu'elle gardait pour les occasions spéciales. Elle revint à 1h15 du matin, montant prude.
ment les marches arrière avec des talons qu'il ne l'avait pas vu porter depuis des mois. Il y a 2 mercredis, même schéma, départ à 19h45, retour à minuit 50. Mercredi dernier, départ à 19h30, retour à 1h10. Les 3 soirs, elle lui avait dit qu'elle assistait à des réunions du Serenity Circle qui devaient durer de 20h à 21h30. Avery prit des notes sur un bloc-notes, documentant les heures et les dates. Sa formation en gestion de commerce de détail lui avait appris à construire des dossiers systématiquement, vol d'employés, fraude de fournisseurs, demande d'assurance, tout exigeait de la documentation. Ce n'était pas différent. À 3h du matin, il fit des recherches sur le Serenity Circle en ligne. Leur site web affichait les horaires des réunions pour toute la région. Les réunions du mercredi soir à Westbrook se déroulaient de 19h à 20h30, et non de 20h à 21h30 comme Delilah l'avait affirmé. Et selon leur calendrier, il n'y avait eu aucune réunion 2 des 3 mercredis où elle avait prétendu y assister. Le groupe avait été en pause pour les vacances. Avery ferma l'ordinateur portable et retourna au lit. Delilah n'avait pas bougé, dormant toujours paisiblement de son côté du matelas. Dans la lumière tamisée du couloir, elle ressemblait à la femme qu'il avait épousée il y a 3 ans. Avant la consommation, avant le rétablissement, avant ce qui se passait maintenant. Dimanche matin, elle se réveilla joyeuse et prépara des pancakes. Ils lurent des sections du journal l'un à l'autre devant leur café, une tradition qu'elle avait commencée pendant son rétablissement. Elle mentionna des projets de visiter sa sœur le week-end prochain et demanda s'il voulait venir. « Je pourrais devoir travailler, dit-il. Nous faisons l'inventaire au magasin de Millfield. Je croyais que tu disais que vous envisagiez juste d'y ouvrir? Nous le faisons, mais il y a un magasin existant que nous pourrions acquérir au lieu de construire un nouveau. » Delilah acquiesça et se tourna vers le journal, mais il avait vu le flash de panique dans ses yeux. Après le petit déjeuner, elle dit qu'elle allait faire une promenade dans le quartier. Avery la regarda depuis la fenêtre de la cuisine alors qu'elle descendait la rue, puis sortit son téléphone et ouvrit l'application Find My qu'ils avaient configurée pendant son rétablissement. Sa localisation la montra marchant vers le centre-ville de Westbrook. 15 minutes plus tard, sa localisation sauta vers un parking derrière le centre communautaire de Westbrook. Elle y resta 1 heure, puis sa localisation disparut. Téléphone éteint ou en mode avion. 1 heure après, elle réapparut à une station-service de Millfield. Avery fit les 100 pas dans leur salon, vérifiant sa localisation toutes les quelques minutes. Elle passa 2 heures à Millfield, se déplaçant entre ce qui ressemblait à un restaurant et une zone résidentielle avant de rentrer chez elle. Sa localisation redevint normale lorsqu'elle fut à 10 minutes de la maison. Elle franchit la porte d'entrée à 15 heures, légèrement essoufflée. « Super promenade, dit-elle. J'ai marché plus longtemps que prévu. J'ai trouvé un nouveau sentier derrière le centre communautaire. C'est bien, dit Avery. Fais de l'exercice. Absolument. Je vais prendre une douche. Pendant qu'elle était à l'étage, Avery vérifia sa voiture. L'odomètre affichait 127 miles supplémentaires depuis hier. Un aller-retour à Millfield représentait 140 miles, en tenant compte des déplacements en ville. Dimanche soir, ils regardèrent le football et commandèrent une pizza. Vie domestique normale, sauf qu'Avery se retrouva à étudier sa femme comme il étudiait les voleurs à l'étalage, cherchant des indices, des incohérences, des signes de tromperie. Elle semblait détendue, même affectueuse, mais 2 fois il la surprit à sourire à son téléphone quand elle pensait qu'il ne regardait pas. Lundi matin, Avery arriva tôt au travail et appela son ami Danny, qui travaillait dans la sécurité informatique pour le bureau régional. « J'ai besoin d'une faveur, dit Avery. C'est une affaire personnelle. Ma femme a peut-être un problème de vol d'identité, des applications bizarres envoient des notifications à son email. Peux-tu m'aider à comprendre ce qui se passe? » Danny l'avait déjà aidé avec des vérifications d'antécédents d'employés et des enquêtes sur les réseaux sociaux. L'entreprise encourageait les managers à utiliser toutes les ressources disponibles pour la prévention des pertes. Bien sûr. Quel genre d'application? Des applications de rencontres, je crois. Mais elle ne sort avec personne, évidemment. Quelqu'un a peut-être utilisé ces photos pour créer de faux profils. Ça arrive tout le temps. Donne-moi son adresse email et je ferai une recherche complète. Vois quels comptes y sont associés. Avery fournit les informations et demanda à Danny d'être discret. Le vol d'identité était déjà assez embarrassant sans le diffuser au bureau. Mardi après. Est-ce midi, Danny avait les résultats. C'est bizarre, dit-il,
appelant Avery dans son bureau. L'email de ta femme est associé à des comptes actifs sur 4 plateformes de rencontres différentes, Pure, Seeking Arrangement, Adulte Franc-Finder et quelque chose appelé Discrétion. Tous les comptes ont été créés au cours des 6 derniers mois. Tous faux? C'est ça le truc. Ils utilisent tous des photos récentes, des photos qui ont été prises spécifiquement pour ces profils. Des photos d'aspect professionnel, un bon éclairage, des changements de tenue. Soit quelqu'un a accès à beaucoup de photos actuelles de ta femme, soit elle les a créées elle-même. Dani afficha des captures d'écran des profils sur son ordinateur. Chacun montrait de multiples photos de Delilah qu'Avery n'avait jamais vues. Photos de tête professionnelle, photos en pied, et des tenues qu'il ne reconnaissait pas. Des images clairement mises en scène pour un attrait maximal. Les noms de profils étaient des variations sur des thèmes, discrète à Westbrook, récupération et liberté, Leia cherche, sans attache, D. Les informations biographiques étaient cohérentes sur toutes les plateformes, 34 ans, récemment célibataire, recherche de rencontres discrètes, pas de drame, enquête d'aventure, récemment célibataire. L'historique des messages montre qu'elle a communiqué activement avec plusieurs utilisateurs, continua Dani. La plupart des conversations tournent autour de rencontres. On dirait qu'elle a des contacts réguliers dans plusieurs villes différentes. Combien de villes? Millfield apparaît beaucoup. Aussi Riverside, Oakmont et Fairview. Toujours des endroits à 50 à 100 miles de Westbrook. Avery fixa l'écran de l'ordinateur, regardant des photos de sa femme qu'il n'avait jamais vues, lisant des informations biographiques qui la décrivaient comme célibataire et en quête d'aventure. Dani, j'ai besoin que tu supprimes ces captures d'écran et que tu oublies que nous avons eu cette conversation. Bien sûr, Avery. Je suis désolé, mon ami. C'est nul. C'est une information que je devais avoir. De retour dans son bureau, Avery s'assit seul pendant 1 heure, regardant par la fenêtre le parking de Valumax. Les clients allaient et venaient, chargeant leurs achats dans leur voiture, gérant leurs propres problèmes et complications. Des gens normaux vivant des vies normales. Son mariage n'était pas normal. Apparemment, il ne l'avait pas été depuis des mois. Mardi soir, Delilah l'attendait avec le dîner déjà préparé. Sa recette de pain de viande préférée, purée de pommes de terre, haricots verts. Elle avait allumé des bougies et ouvert une bouteille de cidre de pommes pétillant. « Quelle est l'occasion » demanda-t-il. « Aucune occasion. J'avais juste envie de faire quelque chose de gentil pour mon mari. » Elle l'embrassa, s'attardant plus longtemps que d'habitude. « Je t'aime, Avery. Je sais que je ne le dis pas assez. » Pendant le dîner, elle fut plus bavarde qu'elle ne l'avait été depuis des semaines, l'interrogeant sur son travail, partageant des histoires de la clinique de physiothérapie, faisant des plans pour leur anniversaire le mois prochain. « Je pensais qu'on pourrait prendre un long week-end quelque part, dit-elle. Peut-être ce gîte à la montagne dont tu as parlé l'année dernière. Ça me semble super. Je m'en occuperai demain. C'est moi qui paie. J'ai économisé avec mes quarts de travail à temps partiel. » Après le dîner, ils firent l'amour pour la première fois en 3 semaines. Delilah était passionnée, attentive, présente d'une manière qu'elle n'avait pas été récemment. Après, alors qu'elle était allongée dans ses bras, Avery fixa le plafond et se demanda si c'était de la culpabilité, ou si elle se préparait à le quitter, ou si elle essayait de le distraire pendant qu'elle continuait de voir d'autres hommes dans des villes qu'il ne l'avait jamais entendu mentionner. Mercredi matin, Avery se déclara malade et passa la journée à suivre sa femme. Elle quitta la maison à 10 heures, lui disant qu'elle couvrait un quart de travail supplémentaire à la clinique. Au lieu de cela, elle se rendit à un salon de coiffure dans le centre-ville de Westbrook, puis à un grand magasin où elle passa 2 heures à faire du shopping. Elle acheta de la lingerie chez Victoria's Secret, du parfum chez Macy's et une robe dans une boutique dont il n'avait jamais entendu parler. À 15 heures, elle rentra chez elle et cacha les sacs de courses dans le coffre de sa voiture. À 19 heures, elle lui dit qu'elle assistait à une réunion spéciale du Serenity Circle pour les nouveaux venus, une séance de mentorat qui pourrait durer tard. « Jusqu'à quelle heure » demanda-t-il. « Peut-être jusqu'à 22 heures ou 23 heures. Ces choses peuvent être imprévisibles quand les gens partagent leurs histoires. Conduis prudemment. » Elle partit à 19h30, portant la nouvelle robe et le nouveau parfum. Avery attendit 15 minutes, puis la suivit en Utilis. ANT l'application Find My. Elle se rendit directement à Millfield et se gara derrière Alice Taverne, le même bar que sur la photo Instagram. Avery se gara de l'autre côté de la rue et attendit.
À 20h15, Delila sortit du bar avec un homme qui semblait capable de soulever une voiture compacte au développé couché. Grand, musclé, portant un t-shirt moulant qui faisait la publicité d'une salle de sport d'arts martiaux mixtes. Ce devait être Tran Fighter 92. Ils montèrent dans le pick-up de l'homme et se rendirent à un motel 6 pâtés de maisons plus loin. Avery resta assis dans sa voiture pendant 2 heures, observant la fenêtre de la chambre du motel. Les lumières s'éteignirent à 21h30. À 23h45, Delila et l'homme sortirent de la chambre du motel. Ils s'embrassèrent pour se dire au revoir sur le parking. Pas un baiser chaste et poli, mais le genre de baiser qu'Avery se rappelait de leur premier rendez-vous, passionné, réticent à se terminer, les mains emmêlées dans les cheveux l'un de l'autre. Elle rentra chez elle et arriva à minuit 30, marchant discrètement par la porte arrière. Avery fit semblant de dormir quand elle se glissa à ses côtés dans le lit. Jeudi matin, elle était de bonne humeur au petit déjeuner, l'interrogeant sur ses projets pour la journée et suggérant qu'ils dînent à leur restaurant préféré vendredi soir. Pour célébrer ton rétablissement de la grippe d'hier, dit-elle en souriant. C'est gentil, mais je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. Bien. Je m'inquiète que tu travailles trop dur. Après qu'elle soit partie au travail, Avery se rendit à Millfield et trouva la salle de sport d'arts martiaux mixtes annoncée sur le t-shirt de Tran Fighter 92, Warriors Edge MMA, situé dans un entrepôt converti du côté industriel de la ville. Par la fenêtre avant, il pouvait voir l'homme de la nuit dernière entraîner un groupe d'adolescents aux techniques de grappling. Une pancarte près de la porte annonçait des séances d'entraînement personnel et la préparation aux combats amateurs. Avery entra dans la salle de sport et s'approcha du comptoir d'accueil où une femme d'une vingtaine d'années lisait un magazine de fitness. « Je suis intéressé par l'entraînement personnel, dit-il. Plus précisément avec l'instructeur qui travaille avec les jeunes là-bas. C'est Tran Sullivan. Il est excellent. Ancien poids lourd amateur, il s'y connaît vraiment. Vous cherchez à concourir ou juste à vous remettre en forme? Juste pour le fitness. Je ne suis pas du genre à me battre. La femme rit. La plupart de nos clients ne le sont pas. Tran est bon avec les débutants. Il a une disponibilité le jeudi soir si ça vous intéresse. Et le mercredi soir? Les mercredis, il est généralement réservé. Il a un client régulier qui s'entraîne avec lui depuis quelques mois maintenant. Avery prit rendez-vous pour le jeudi suivant et laissa ses coordonnées. En sortant, il prit des photos de la voiture de Tran sur le parking, plaque d'immatriculation, marque et modèle. Quelques caractéristiques distinctives. De retour à la maison, il fit des recherches sur Tran Sullivan en ligne. Les profils de réseaux sociaux montraient un ancien combattant de MMA amateur de 29 ans qui s'était reconverti dans l'entraînement après qu'une blessure à l'épaule ait mis fin à sa carrière compétitive. Il publiait fréquemment sur le fitness, la motivation et vivre sa meilleure vie sans compromis. Son compte Instagram comprenait des photos d'O'Malley's Taverne et du motel où il avait emmené Delila. Des posts récents le montraient avec diverses femmes, toujours taguées avec des lieux en dehors de Millfield. Apparemment, Tran avait un système pour disperser géographiquement ses rencontres. Un post d'il y a 2 semaines montrait Tran dans un restaurant qu'Avery reconnut de l'historique de recherche de Delila. La légende disait, parfois, les meilleures connexions se produisent quand on s'y attend le moins. #authentique #sans attache #vivre libre. Le post avait été aimé par un compte appelé Eleia Cherche, l'un des profils de rencontre de Delila. Jeudi soir, Avery assista à sa séance d'entraînement avec Tran Sullivan. La salle de sport était presque vide, juste quelques athlètes dévoués s'entraînant seuls. « Première fois que vous faites ce genre d'entraînement au combat ?» demanda Tran, jaugeant la corpulence moyenne et le physique de bureau mou d'Avery. « Première fois. Ma femme m'a suggéré d'essayer quelque chose de plus physique que la salle de sport. » Femme intelligente. Qu'est-ce qu'elle fait? Physiothérapie. Elle encourage toujours les gens à essayer de nouvelles activités. Avery s'étira avec précaution, accentuant son inexpérience. En fait, elle sort plus souvent elle-même ces derniers temps, rencontre de nouvelles personnes, essaie de nouvelles choses. Je pense que son programme de rétablissement encourage les liens sociaux. Programme de rétablissement. A. Elle est sobre depuis 8 mois. L'expression de Tran changea légèrement, une lueur de ce qui aurait pu être de la reconnaissance ou de l'inconfort. C'est génial, dit-il. Le rétablissement demande une vraie force. Ils passèrent 1 heure sur les techniques de base. Tran était un instructeur compétent, patient avec la maladresse sincère d'Avery, mais semblait distrait. Plusieurs fois,
Avri le surprit à vérifier son téléphone entre les exercices. Vous semblez occupé, dit Avri. Grand projet pour le week-end? Je jongle avec quelques trucs. Vous savez comment c'est. En fait, non. Ma femme s'occupe de notre calendrier social. Je me contente d'apparaître là où elle me dit. Avri s'essuya le visage avec une serviette. Elle a un événement demain soir. Encore un truc de rétablissement, je crois. Vendredi soir. Oui. Elle a dit que ça pourrait durer tard, alors je commanderai probablement une pizza et regarderai le match. Tran acquiesça mais ne répondit pas. À la fin de la séance, il semblait pressé de terminer. Même heure la semaine prochaine, demanda-t-il, se dirigeant déjà vers le bureau. Absolument. Merci d'être patient avec un débutant. Vendredi soir, Delila dit à Avri qu'elle assistait à un atelier spécial de rétablissement qui pourrait durer jusqu'à minuit. C'est une session intensive pour les personnes qui ont eu des rechutes, expliqua-t-elle. Des choses compliquées, mais importantes. Tu as besoin d'un moyen de transport si ça doit durer aussi tard? Non, ça va. Certains des autres participants font du covoiturage. Elle partit à 19h, portant la nouvelle lingerie sous une robe sobre. Avri avait senti la dentelle à travers le tissu quand il l'avait serrée dans ses bras pour lui dire au revoir. En utilisant l'application Find My, il la suivit jusqu'à Alice Taverne, puis jusqu'au même motel que mercredi soir. Elle y resta jusqu'à 23h30 avant de rentrer chez elle. Samedi matin, Avri prit une décision. Pendant que Delila dormait, il se rendit à Valumax et utilisa le système informatique des employés pour effectuer une vérification complète des antécédents de Tran Sullivan. La politique de l'entreprise autorisait les managers à enquêter sur toute personne soupçonnée de cibler des employés ou des clients. Les antécédents de Tran comprenaient 2 arrestations pour bagarre de bar. Les 2 accusations avaient été abandonnées. Une action en justice civile d'une ex-petite amie alléguant des mauvais traitements, réglée à l'amiable. 3 plaintes déposées auprès du Better Business Bureau pour conduite non professionnelle à la salle de sport. Plus important encore, son activité sur les réseaux sociaux montrait un schéma de ciblage de femmes participant à des programmes de rétablissement. De multiples photos avec des femmes qui avaient tagué des hashtags de rétablissement, toujours prises dans des villes en dehors de Millfield. Tran Sullivan ne couchait pas seulement avec des femmes mariées. Il ciblait spécifiquement les femmes vulnérables en rétablissement, les collectionnant comme des trophées. Dimanche après-midi, Avri confronta Delila. « Il faut qu'on parle, dit-il, la trouvant dans la buanderie en train de plier des vêtements. À propos de quoi? Mais sa voix portait la culpabilité qu'il avait appris à reconnaître pendant ses jours de consommation. À propos d'où tu étais vendredi soir. Elle continua de plier des serviettes, évitant son regard. Je t'ai dit, l'atelier de rétablissement. Quel programme de rétablissement était-ce exactement? Le programme habituel, Serenity Circle. J'ai appelé Serenity Circle hier. Ils ne proposent pas d'atelier le vendredi soir. En fait, ils n'ont jamais organisé d'événement qui dure après 21h. Les mains de Delila s'immobilisèrent sur les serviettes. Pendant un long moment, elle ne parla pas. Je peux expliquer, dit-elle finalement. J'écoute. Ce n'est pas ce que tu penses. Qu'est-ce que je pense? Que tu me trompes. Les mots sortirent d'un ton monocorde. Factuel, comme si elle lisait un script. Je ne te trompe pas. Avri s'assit sur la chaise de la buanderie, gardant sa voix calme. Alors, où étais-tu vendredi soir? Avec une amie, quelqu'un du programme qui a des difficultés. Je ne voulais pas te le dire parce que c'est confidentiel et qu'elle a honte d'avoir besoin d'un soutien supplémentaire. Comment s'appelle-t-elle? Je ne peux pas te le dire. Cela violerait sa vie privée. Est-ce que son nom est Tran Sullivan? Le visage de Delila pâlit. Elle s'assit lourdement sur la corbeille à linge. Comment connais-tu ce nom? Je t'ai suivi, Delila, mercredi soir et vendredi soir. O'Malley's Taverne, puis le Millfield Motor Lodge. Je t'ai vu l'embrasser pour lui dire au revoir sur le parking. Elle enfouit son visage dans ses mains et commença à pleurer. Non pas les larmes manipulatrices de ses jours de consommation, mais des sanglots hautaines. Tic de quelqu'un qui avait été pris. Je suis désolée, dit-elle à travers les larmes. Je suis tellement désolée, Avri. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Depuis quand? 3 mois, peut-être 4. Comment l'as-tu rencontré? En ligne.
Je ne cherchais rien. Je te jure. J'étais juste seul et tu travaillais tellement et je me sentais invisible. Avery sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. Pas de la colère, pas de la douleur, mais une sorte de détachement clinique qu'il reconnaissait dans les situations de travail qui exigeaient une gestion minutieuse. Tu continues d'assister aux réunions de rétablissement? Oui, la plupart. J'en ai manqué quelques-unes quand je voyais Tran. Tu bois à nouveau? Non. Je jure que je ne bois pas. Mais tu me mens tous les mercredis et vendredis. Elle leva les yeux vers lui, le mascara coulant sur ses joues. Ce n'est pas à cause de toi, Avery. C'est à propos de moi. De me sentir à nouveau vivante. De me sentir désirée? Tu veux te sentir désirée par d'autres hommes? Je veux me sentir désirée, tout court. À quand remonte la dernière fois que tu m'as vraiment regardé? À quand remonte la dernière fois que nous avons parlé d'autre chose que du travail, des factures et de l'entretien de la maison? Alors, tu as créé des profils de rencontres et commencé à avoir des relations? C'était censé n'être qu'une fois. Une seule fois pour me sentir à nouveau attirante. Mais ensuite. Ensuite, tu as aimé. Elle acquiesça, toujours en pleurs. J'ai aimé me sentir désirée. J'ai aimé avoir des secrets. J'ai aimé être quelqu'un d'autre que l'épouse ex-grande buveuse qui reste à la maison et fait la lessive. Avery se leva et se dirigea vers la cuisine. Delilah le suivit, toujours en pleurs. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Demanda-t-elle. Je ne sais pas. Tu vas me quitter? Je ne sais pas. Tu vas le dire à ma famille? Je ne sais pas. Elle resta là, attendant qu'il dise autre chose. Mais Avery n'avait plus rien à dire. Il se sentait vide, comme vidé de l'intérieur, comme s'il regardait sa vie de très loin. Je vais y mettre fin, dit Delilah. Je vais dire à Tran que c'est fini. Supprimer les applications. Tout arrêter. Nous pouvons aller en thérapie de couple. Nous pouvons arranger ça. Tu me mens depuis 4 mois. Mais je peux arrêter. Je veux arrêter. Vraiment? Elle acquiesça avec empressement. Oui, je te choisis, Avery. Je choisis notre mariage. Mais tu n'as pas choisi notre mariage ces 4 derniers mois. J'étais confuse. J'agissais ainsi à cause du stress lié au rétablissement. Et tu as eu des relations sexuelles avec d'autres hommes parce que tu voulais avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes. La brutalité de ces mots l'arrêta en pleine phrase. C'est aussi simple que ça, continua-t-il. Tu voulais quelque chose, alors tu es allé le chercher. Tu n'as pas pensé à moi ni à notre mariage ni aux promesses que nous nous étions faites. Tu as pensé à ce que tu voulais et tu l'as pris. Ce n'est pas juste. Qu'est-ce qui n'est pas juste? De faire paraître ça si calculé. Ce n'était pas comme ça. C'était comment? C'était comme être libre pour la première fois depuis des années. Les mots restèrent suspendus entre eux. Avery acquiesça lentement. Merci d'être honnête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je sais où j'en suis. Il se dirigea vers leur chambre et commença à faire une valise. Delilah le suivit, parlant rapidement de thérapie de couple, de seconde chance et de la façon dont il pourrait surmonter ça comme ils avaient surmonté sa consommation. Où vas-tu? Demanda-t-elle quand il ferma la valise. À l'hôtel ce soir. Demain, je trouverai quelque chose à long terme. Terme. Tu pars sans même essayer de trouver une solution. Tu as déjà tout réglé. Tu as décidé que tu voulais te sentir libre, alors tu as créé une vie secrète avec plusieurs hommes dans plusieurs villes. Ce n'est pas une erreur ou un moment de faiblesse. C'est un choix que tu as fait encore et encore pendant 4 mois. Mais je suis prête à y renoncer maintenant. Ça ne compte pas? Avery marqua une pause à la porte de la chambre. Tu es prête à renoncer à ta vie secrète parce que tu t'es fait prendre. Ce n'est pas la même chose que de choisir notre mariage. Que puis-je faire pour arranger ça? Rien. Tu ne peux rien faire. Il a conduit jusqu'à un Hampton Inn près de son bureau et s'est enregistré pour la semaine. Dans la chambre d'hôtel banale, il s'est assis sur le lit et a appelé son frère Michael à Chicago. J'ai besoin de conseils, a-t-il dit quand Michael a décroché. Qu'est-ce qui se passe? Delilah a eu des liaisons, de multiples liaisons, pendant des mois. Michael est resté silencieux un instant. Jésus, Avery, es-tu sûr? Je l'ai suivi.
Je l'ai eu avec l'un d'eux. Il y en a d'autres. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Pour l'instant, je suis assis dans une chambre d'hôtel en essayant de savoir si je suis plus en colère contre elle ou contre moi-même de ne pas l'avoir vue plus tôt. Ne te reproche pas d'avoir fait confiance à ta femme. J'aurais dû faire attention. Les signes étaient tous là. Les signes étaient là parce qu'elle les cachait. C'est ce que font les tricheurs. Ils deviennent bons à la tromperie. Avery s'allongea sur le lit de l'hôtel, fixant le plafond. Elle veut aller en thérapie de couple. Elle dit qu'elle va tout arrêter et que nous pouvons recommencer à zéro. Tu la crois? Je crois qu'elle va essayer pendant un moment, jusqu'à ce qu'elle s'ennuie, se sente seule ou veuille se sentir libre à nouveau. Ça ne sonne pas comme le pardon qui parle. Ce n'est pas le cas. C'est de la reconnaissance de schéma. Elle a déjà fait ça, juste avec l'alcool au lieu des hommes. Promettre d'arrêter, bien se tenir pendant un moment, puis rechuter quand les choses deviennent difficiles. Michael est resté silencieux à nouveau. Alors, quel est ton plan? Je n'en ai pas encore. Pour l'instant, j'ai juste besoin d'espace pour réfléchir. Ils ont parlé pendant 1 heure de plus, principalement de questions pratiques, avocats, finances, prochaines étapes. Michael a proposé de venir le soutenir en avion, mais Avery a refusé. C'était quelque chose qu'il devait gérer seul. Lundi matin, Avery est retourné au travail et a essayé de se concentrer sur les opérations commerciales normales. Son adjoint, Paul, a remarqué qu'il semblait distrait, mais n'a pas posé de questions indiscrètes. Avery a apprécié la courtoisie professionnelle. Au déjeuner, il a reçu un SMS de Delilah. « On peut parler? Tu me manques. » Il n'a pas répondu. Mardi soir, elle a appelé pendant qu'il dînait au restaurant de l'hôtel. « Je l'ai arrêté », a-t-elle dit sans préambule. « J'ai dit à Tran que c'était fini. J'ai supprimé toutes les applications. Je veux rentrer à la maison. Tant mieux pour toi. C'est tout. Tant mieux pour toi. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je veux que tu dises que tu es fier de moi d'avoir fait ce qu'il fallait. Tu veux que je sois fier de toi d'avoir arrêté un comportement qui n'aurait jamais dû commencer. Je veux que tu reconnaisses que j'essaie d'arranger ça. Je reconnais que tu essaies de gérer les conséquences d'avoir été découverte. » Le silence s'est fait sur la ligne pendant un long moment. « Tu es cruel », a-t-elle finalement dit. « Je suis honnête. »« Quand rentres-tu à la maison? »« Je ne rentre pas. »« Comment ça, tu ne rentres pas? »« Je veux dire, je ne rentre pas à la maison. Nous allons divorcer. »« Tu ne peux pas être sérieux. »« Je n'ai jamais été plus sérieux de ma vie. »« Avery, s'il te plaît. Nous pouvons surmonter ça. Les gens se remettent de l'infidélité tout le temps. Certaines personnes le font. Je ne suis pas comme tout le monde. Qu'en est-il de nos vœux? Pour le meilleur et pour le pire. Qu'en est-il d'eux? Tu as brisé ces vœux chaque fois que tu as rencontré un autre homme. J'ai fait une erreur. Tu as fait des centaines d'erreurs. Chaque mensonge, chaque rencontre secrète, chaque fois que tu es rentré à la maison et que tu m'as embrassé après avoir été avec quelqu'un d'autre. Ce n'étaient pas des erreurs. C'étaient des choix. Elle a commencé à pleurer au téléphone. Je t'aime, Avery. J'aime notre vie ensemble. Non, ce n'est pas vrai. Oui, tu aimes la sécurité que je t'apporte pendant que tu fais ce que tu veux. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Et la preuve, c'est que tu n'as jamais avoué. Tu n'es jamais venu me voir pour me dire que tu étais en difficulté ou que tu te sentais déconnecté. Tu es allé directement créer des profils secrets et rencontrer des étrangers pour des relations sexuelles. J'avais peur que tu me quittes, alors tu as décidé de me trahir à la place. Je n'avais pas les idées claires pendant 4 mois d'affilée. La conversation a continué pendant 20 minutes, mais c'était inutile. Delilah voulait le pardon et la réconciliation. Avery voulait qu'elle comprenne que certaines actions avaient des conséquences permanentes. Après avoir raccroché, il a appelé un avocat spécialisé dans les divorces que Michael lui avait recommandé. La consultation a été fixée au jeudi après-midi. Mercredi matin, Avery a reçu un appel inattendu de Danny. « J'ai de mauvaises nouvelles », a dit Danny. « Tu te souviens de cette enquête sur le vol d'identité que nous avons faite sur l'email de ta femme? » « Oui. » « Eh bien, quelqu'un a fouillé dans notre système pour essayer d'accéder à tes dossiers d'employés.
L'activité remonte à une adresse IP enregistrée au nom de Shena Carl ORH. Avery sentit son estomac se nouer. Shena Carl était une amie de Delilah depuis le lycée, celle qui lui avait trouvé le poste à temps partiel à la clinique de physiothérapie. Elles étaient restées en contact au fil des ans, se retrouvant souvent pour le déjeuner ou des virées Chopin. G. Quel type d'informations essayait-elle d'accéder? Tout. Ton salaire, tes évaluations de performance, tes dossiers disciplinaires, tes habitudes d'emploi du temps. Quelqu'un lui a fourni ton numéro d'identification d'employé et tes informations de connexion. Y a-t-il un moyen de savoir depuis combien de temps cela dure? D'après les journaux d'accès, au moins 6 mois, peut-être plus. Avery a remercié Annie et a raccroché. Il y a 6 mois, c'était à peu près le moment où Delilah avait commencé ses liaisons, ce qui signifiait qu'elle planifiait cela depuis plus longtemps qu'elle ne l'avait admis. Et elle avait impliqué ses amis pour recueillir des informations sur son emploi du temps, ses revenus, sa situation professionnelle. Ce n'était pas une infidélité spontanée motivée par la solitude. C'était une tromperie préméditée avec des complices. Avery a appelé l'avocate spécialiste des divorces et a avancé son rendez-vous à cet après-midi-là. L'avocate, Janet Morrison, était une femme perspicace d'une 50aine d'années, spécialisée dans les divorces très conflictuels impliquant une fraude financière. D'après ce que vous m'avez dit, votre femme planifiait cela depuis un certain temps, a-t-elle dit après avoir examiné les preuves qu'Avery avait recueillies. La collecte systématique d'informations par son ami, les multiples profils de rencontres, l'extension géographique des liaisons. Cela montre une tromperie intentionnelle conçue pour minimiser les chances d'être découverte. Qu'est-ce que cela signifie légalement? Cela signifie que nous pouvons invoquer un divorce pour faute plutôt qu'un divorce sans faute. Dans cet état, l'infidélité affecte la répartition des biens, surtout lorsqu'il peut être prouvé que des fonds matrimoniaux ont été utilisés pour faciliter les liaisons. Avery a sorti ses relevés de cartes de crédit. Elle a utilisé notre compte joint pour des hôtels, des restaurants, des virées shopping dans des villes dont je n'avais jamais entendu parler. Des milliers de dollars au cours des 6 derniers mois. Janet a examiné les relevés. C'est une bonne documentation. Nous pouvons argumenter qu'elle a utilisé des biens matrimoniaux pour financer des relations extra-conjugales, ce qui entraîne généralement un plus gros règlement pour le conjoint non infidèle. Qu'en est-il de la maison achetée avant le début des liaisons? Donc, c'est un bien matrimonial. Mais compte tenu des circonstances, nous pouvons argumenter en faveur d'une répartition qui vous favorise, surtout si vous avez été le principal soutien de famille. Ils ont passé 2 heures à examiner les dossiers financiers, les preuves d'infidélité et la stratégie juridique. Janet était minutieuse et impassible, traitant l'affaire comme la transaction commerciale qu'elle deviendrait finalement. Je vais devoir vous poser une question personnelle, a-t-elle dit alors qu'il terminait. Êtes-vous sûr de vouloir poursuivre le divorce? Parfois, lorsque les gens voient toutes les implications juridiques et financières, ils décident d'essayer la thérapie de couple à la place. Je suis sûr, parce qu'une fois que nous aurons déposé les documents, cela deviendra un dossier public. Son employeur pourrait le découvrir. Sa famille le découvrira certainement, et selon la façon dont elle réagit, les choses pourraient devenir très compliquées très rapidement. Je comprends. Et vous êtes préparé à ce qu'elles deviennent potentiellement vindicatives. Les gens ne gèrent pas toujours bien les conséquences. Avery a pensé à 4 mois de mensonges, à Tran Sullivan, à Shena Carl l'aidant à espionner ses dossiers d'emploi. Elle a fait ses choix, a-t-il dit. Maintenant, elle doit vivre avec les conséquences. Jeudi soir, Janet a déposé les documents de divorce. Selon la loi, Delilah devait être signifiée dans les 72 heures. Vendredi après-midi, pendant qu'Avery dirigeait une réunion de directeurs régionaux, Delilah s'est vue signifier les documents à la clinique de physiothérapie. Selon Janet, l'huissier a dit qu'elle était devenue hystérique, criant qu'il y avait eu une erreur, que son mari ne la divorcerait jamais sans lui avoir parlé d'abord. Delilah a appelé le téléphone d'Avery 17 fois pendant la réunion. Il a ignoré tous les appels. Quand la réunion s'est terminée, il avait 43 messages textes en attente. Comment as-tu pu faire ça sans me prévenir? Je n'arrive pas à croire que tu aies déposé les documents sans même essayer la thérapie de couple. Tu détruis notre mariage pour une erreur. Rappelle-moi tout de suite. Je ne signe rien. Mon avocat dit que tu ne peux pas prouver l'infidélité. Tu es vindicatif et cruel. Je n'aurais jamais cru que tu étais capable de ça. Les messages sont devenus de plus en plus frénétiques au fil de l'après-midi. Le soir,
ils sont passés de suppliants à en colère puis à menaçants. Tu vas le regretter. Je sais des choses sur tes pratiques commerciales qui pourraient causer des problèmes. Shena a des informations sur la façon dont tu traites les EMP. Loyer. Ne crois pas que je vais me laisser faire et te laisser me détruire. Avery a transféré les messages menaçants à Janet, qui lui a conseillé de tout documenter et d'éviter tout contact avec Delilah jusqu'à la fin du processus juridique. Samedi matin, Avery est allé à la maison pour récupérer d'autres de ses affaires. La voiture de Delilah était dans l'allée, mais elle n'a pas répondu quand il a frappé. Il a utilisé sa clé pour entrer. La maison était un désastre. Meubles renversés, vaisselle cassée dans la cuisine, trous percés dans les murs du salon. À l'étage, leur chambre avait été détruite, le matelas lacéré, ses vêtements éparpillés dans la pièce, les tiroirs de la commode vidés sur le sol. Sur le miroir de la salle de bain, écrit au rouge à lèvres, il y avait un message. « Tu m'as fait faire ça. » Avery a appelé la police pour documenter les dégâts matériels, puis a appelé Janet pour signaler la destruction. « Cela est en fait notre dossier, » a dit Janet. Cela démontre un comportement instable qui était notre argument pour un divorce pour faute. Le policier qui a répondu était professionnel, mais semblait familier des situations domestiques. « Une idée de l'endroit où votre femme pourrait être maintenant ? » a-t-il demandé. Probablement chez sa sœur ou chez des amis. Nous devrons faire un rapport sur les dégâts matériels, mais à moins que vous ne vouliez porter plainte pour vandalisme, c'est surtout une affaire civile maintenant. Avery a refusé de porter plainte. Il voulait juste récupérer ses affaires et aller de l'avant avec le divorce. Ce soir-là, la sœur de Delilah, Emma, l'a appelé. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» a dit Emma sans préambule. « Delilah est ici, elle pleure toutes les larmes de son corps en disant que tu as demandé le divorce sans aucun avertissement. Il y a eu amplement de signes. 4 mois de liaison avec d'autres hommes, c'était une communication assez claire. Elle a fait une erreur. Elle a fait des centaines d'erreurs. Chaque fois qu'elle m'a menti, chaque fois qu'elle a rencontré un autre homme, chaque fois qu'elle est rentrée à la maison et a fait comme si tout était normal. Tout le monde mérite une seconde chance. Elle a eu sa deuxième chance quand je lui ai pardonné sa consommation d'alcool. C'est sa troisième chance et je ne suis pas intéressé à la lui offrir. Tu es sans cœur. Je suis réaliste. Ta sœur ne veut pas être mariée. Elle veut être célibataire mais avec une sécurité financière. Ce sont des objectifs incompatibles. Elle t'aime. Non, ce n'est pas vrai. Elle aime l'idée d'avoir un foyer stable ou revenir après ses aventures. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la commodité. Emma lui a raccroché au nez. 1 heure plus tard, la mère de Delilah a appelé avec un message similaire. Puis son père, puis son frère. Chaque conversation a suivi le même schéma. Accusations selon lesquelles Avery était déraisonnable. Exigence qu'il donne une autre chance à Delilah. Menace qu'il regretterait d'avoir brisé la famille. Après le 5e appel, Avery a éteint son téléphone. La semaine suivante, Janet a appelé avec une mise à jour. Votre femme a engagé un avocat, a-t-elle dit. Robert en l'est, il est agressif et cher, ce qui suggère qu'elle prend ça au sérieux. Quelle est leur stratégie? Ils affirment que les liaisons étaient le résultat d'une dépression non traitée liée à son rétablissement et qu'avec une thérapie appropriée, le mariage peut être sauvé. Ils veulent retarder la procédure de divorce en attendant une évaluation psychologique. Peuvent-ils faire ça? Ils peuvent le demander. Le juge pourrait ordonner une thérapie s'il pense qu'il y a une chance raisonnable de réconciliation. Il n'y en a pas. Je le sais et vous le savez, mais nous devons le prouver au tribunal, ce qui signifie que nous devons documenter la nature systématique de sa tromperie. Janet avait été occupée. Elle avait assigné les registres des applications de rencontres, les reçus d'hôtel, les relevés téléphoniques, même les relevés de cartes de crédit montrant des achats de lingerie et de parfums qu'Avery ne l'avait jamais vu porter. Les preuves sont accablantes, a-t-elle dit. Mais son avocat est bon à manipuler les récits. Il va argumenter que c'était un comportement aberrant causé par des problèmes de santé mentale, et non un défaut de caractère fondamental. Que devons-nous faire? Nous devons montrer que les liaisons étaient planifiées, délibérées et continues. Ce qui signifie que nous devons parler aux hommes qu'elle voyait. Tous. Autant que possible. Si nous pouvons démontrer que c'était un schéma de comportement impliquant plusieurs partenaires sur une période prolongée, il devient beaucoup plus difficile de prétendre que c'était une crise de santé mentale temporaire.
Avery avait la nausée rien qu'en y pensant, mais il comprenait la nécessité légale. J'aiderai de toutes les façons possibles. Au cours des 2 semaines suivantes, l'enquêteur privé de Janet a retrouvé 3 des hommes que Delilah fréquentait régulièrement. Tran Sullivan à Millfield, un comptable divorcé à Riverside et un agent immobilier à Oakmont. Tous les 3 ont confirmé que Delilah s'était présentée comme célibataire, les voyait depuis des mois et avait discuté de projets de relations continues. L'agent immobilier lui avait même proposé de l'aider à trouver un appartement plus près d'Oakmont. Cela dépeint quelqu'un qui planifiait activement de quitter son mariage, pas quelqu'un qui agissait sous l'effet de problèmes de santé mentale. Janet a expliqué qu'elle faisait essentiellement un essai de vie de célibataire tout en maintenant la sécurité financière du mariage. Les preuves étaient accablantes, mais Avery ne ressentait aucune satisfaction à les accumuler. Chaque nouvelle révélation ne faisait que confirmer à quel point il avait complètement mal jugé la femme qu'il pensait connaître. 3 semaines après avoir demandé le divorce, Avery a reçu un appel de Paul au travail. « Nous avons une situation », a dit Paul. Quelqu'un a appelé la ligne d'éthique de l'entreprise, affirmant que vous utilisiez les ressources de l'entreprise pour de la surveillance personnelle et des mauvais traitements. Quel genre de surveillance? L'appelant a dit, vous avez harcelé des employés, accédé à des informations personnelles sans autorisation et créé un environnement de travail hostile. Avery sentit sa poitrine se serrer. Qui a déposé la plainte? La ligne d'urgence est anonyme, mais ils avaient des informations spécifiques sur vos journaux d'accès d'informatique et l'enquête informatique que vous avez demandée. Cela devait être Shayna Carl, probablement agissant sur les instructions de Delilah ou de son avocate. Paul, je dois te mettre au courant de ce qui s'est passé. Avery a expliqué la situation, le divorce, les liaisons de Delilah, l'accès non autorisé de Shayna à ses dossiers d'employés et son utilisation légitime des ressources de l'entreprise pour enquêter sur un vol d'identité potentiel. Paul a écouté sans juger. Il était dans l'entreprise depuis 12 ans et comprenait la différence entre l'abus de pouvoir et les protocoles de sécurité appropriés. Cela ressemble à des représailles, a dit Paul. Mais l'entreprise devra enquêter de toute façon. Ils voudront vous interroger officiellement. Quand? Probablement la semaine prochaine. En attendant, vous voudrez peut-être tout documenter, la chronologie, les preuves, les raisons commerciales légitimes de vos actions. Ce soir-là, Avery a appelé Janet pour signaler les mauvais traitements au travail. Cela s'intensifie, a-t-elle dit. Votre femme et son avocate essaient de nuire à votre crédibilité et à vos revenus. C'est une tactique courante dans les divorces conflictuels. Peuvent-elles faire ça? Elles peuvent essayer, mais porter de fausses accusations contre l'employeur d'un conjoint peut se retourner spectaculairement contre elles si nous pouvons prouver que les allégations sont frivoles. Comment prouvons-nous cela? Nous documentons tout et attendons qu'elle joue un coup de trop. Les gens qui sont prêts à faire de fausses accusations ne peuvent généralement pas s'empêcher d'en faire davantage. Janet avait raison. Au cours de la semaine suivante, Avery a reçu des plaintes de 3 sources différentes. Son association de propriétaires a affirmé qu'il avait importuné des voisins au sujet d'infractions de bruit. Sa banque a reçu un tuyau anonyme selon lequel il structurait des transactions financières pour éviter les obligations de déclaration. Même sa salle de sport a reçu un appel affirmant qu'il avait eu un comportement inapproprié avec des membres féminines. Chaque plainte a été rapidement rejetée après enquête, mais le schéma était clair. Delilah et son avocate menaient une campagne systématique pour nuire à sa réputation et à sa crédibilité. C'est en fait une bonne nouvelle, a dit Janet quand Avery a signalé la dernière série de fausses accusations. Cela démontre qu'elles sont désespérées et prêtes à s'engager dans des actes malveillants. Le juge verra clair dans leur jeu. L'enquête interne de l'entreprise a conclu qu'Avery avait agi de manière appropriée, conformément à la politique de l'entreprise. Son utilisation des ressources informatiques était documentée et justifiée, et il n'y avait aucune preuve de mauvais traitement ou d'abus de pouvoir. Pendant ce temps, Shayna Carl a été licenciée pour accès non autorisé au dossier des employés et vol de données. Elle a essayé de prétendre qu'elle dénonçait la corruption de la direction, mais les preuves ont clairement montré qu'elle volait des informations à des fins personnelles. Son licenciement renforce en fait notre dossier, a expliqué Janet. Il prouve que votre femme avait une complice pour recueillir des informations sur votre emploi du temps et vos finances, ce qui était notre argument selon lequel les liaisons étaient préméditées. 8 semaines après avoir demandé le divorce, ils ont eu leur première audience. Delilah est apparue avec son avocate, vêtue une robe conservatrice et sans maquillage, essayant clairement de projeter l'image de quelqu'un qui souffrait de problèmes de santé mentale.
Le juge a examiné les preuves, les profils de rencontres, les reçus d'hôtel, la fraude financière systématique, les déclarations des témoins de ses partenaires de liaison. Madame Dolan, a dit le juge, votre avocate soutient que ces liaisons étaient le résultat d'une dépression non traitée. Pouvez-vous expliquer pourquoi vous n'avez pas cherché d'aide professionnelle au lieu de créer de multiples profils de rencontres? Votre honneur, je n'avais pas les idées claires, a dit Delila, la voix tremblante. Je luttais avec mon rétablissement et je me sentais déconnecté de mon mari, et j'ai fait des choix terribles sur une période de 6 mois. Je sais que ça a l'air mauvais, mais j'étais dans un état mental très sombre. Étiez-vous dans un état sombre quand vous avez demandé à votre ami d'accéder au dossier d'emploi de votre mari? L'avocate de Delila s'est opposée, affirmant que la question était hors de propos, mais le juge l'a rejetée. Je ne sais pas à quoi vous faites allusion, votre honneur. Le juge a regardé le dossier des preuves. Mademoiselle Carl a été licenciée de son poste dans l'entreprise de votre mari pour accès non autorisé à ses informations personnelles. Les journaux d'accès montrent qu'elle recueillait des informations sur son emploi du temps et son salaire pendant environ 6 mois, coïncidant avec la période de vos liaisons extra-conjugales. Je ne lui ai jamais demandé de faire ça. Pourtant, elle l'a fait. Et vous avez utilisé ces informations pour planifier vos rendez-vous avec d'autres hommes en fonction de l'emploi du temps de votre mari. L'avocate de Delila a essayé de dévier la conversation, mais le mal était fait. La nature systématique de la tromperie était impossible à nier. Après 2 heures de témoignage, le juge a statué en faveur d'Avery sur tous les points majeurs. Le divorce se poursuivrait tel que déposé, avec une répartition des biens favorisant Avery en raison de l'utilisation par Delila des fonds matrimoniaux pour faciliter ses liaisons. Devant le tribunal, Delila a confronté Avery sur le parking. « Tu as détruit ma vie », a-t-elle dit, les larmes coulant sur son visage. « J'ai fait une erreur et tu l'as transformée en une arme pour tout détruire. »« Tu as détruit ta propre vie », a répondu calmement Avery. « J'ai juste documenté ce que tu as fait. Je t'aimais. » « Non, ce n'est pas vrai. Tu aimais avoir quelqu'un pour payer les factures pendant que tu faisais ce que tu voulais. »« Ce n'est pas vrai. »« C'est vrai. Et la preuve, c'est que tu n'es jamais venu me voir quand tu te sentais déconnecté. Tu es allé directement créer des profils secrets et rencontrer des étrangers. J'avais peur de te parler. Tu n'avais pas peur de me mentir pendant 6 mois. » L'avocate de Delila est apparue et l'a éloignée, avertissant Avery que tout contact ultérieur pourrait être considéré comme des mauvais traitements. 3 mois plus tard, le divorce a été finalisé. Avery a gardé la maison et la plupart des biens. Delila a reçu un règlement minimal et a accepté de prendre la responsabilité de toutes les dettes liées à ses liaisons. Le jour où le divorce est devenu officiel, Avery est allé à son ancienne maison, redevenue sa maison, et a traversé les pièces qu'il avait partagées avec Delila pendant 3 ans. Les dégâts matériels avaient été réparés, les murs repeints, les meubles remplacés. Elle ressemblait à nouveau à une maison, mais elle était différente. Propre, calme, honnête. Son téléphone a vibré avec un SMS de Janet. Félicitations. Vous êtes officiellement un homme libre. Avery s'est assis dans son salon, regardant le jardin qu'il avait aménagé, pensant à 8 ans de semaine de 60 heures et à la vie qu'il pensait construire avec quelqu'un qui planifiait sa stratégie de sortie depuis des mois. Il se sentait vide, mais pas d'une mauvaise manière. Vide comme une maison débarrassée de son encombrement, prête pour ce qui allait arriver. La sonnette a retenti. Par la fenêtre, il a vu une femme d'une trentaine d'années tenant une chemise juridique. « Avery Dolan » a-t-elle dit quand il a ouvert la porte. « Oui, je suis la détective Sarah Mitchell, du département de police de Millfield. Je dois vous parler de Trent Sullivan. » Avery sentit son estomac se nouer. Qu'en est-il de lui? Il a été hospitalisé la nuit dernière après une bagarre à sa salle de sport. Quelqu'un a posté des vidéos en ligne de lui avec plusieurs femmes mariées, ainsi que leurs informations personnelles. Son entreprise est boycottée. Il a perdu ses certifications d'entraîneur et quelqu'un lui a cassé la mâchoire sur le parking. Je suis désolé d'apprendre cela, mais je ne suis pas sûr de la raison pour laquelle vous me le dites. Monsieur Sullivan affirme que vous avez orchestré une campagne pour détruire sa vie. Il dit que vous l'avez harcelé, recueilli des informations sur ses clients et publié du contenu diffamatoire en ligne. Je n'ai rien posté en ligne, mais vous avez enquêté sur lui. J'ai engagé un détective privé dans le cadre de ma procédure de divorce. Tout ce que nous avons fait était légal et documenté par l'intermédiaire de mon avocate. La détective Mitchell avait l'air sceptique.
quelqu'un a créé de faux comptes de réseaux sociaux en utilisant des informations que seule une personne ayant accès au dossier d'enquête pourrait avoir. Les publications incluaient des photos, des détails personnels et des journaux de discussion qui ont détruit la réputation et l'entreprise de M. Sullivan. Avery a compris ce qui s'était passé. Quelqu'un avait pris les preuves de son dossier de divorce et les avait utilisées comme une arme contre Tran, mais ce n'était pas lui. Détective, je me suis concentré sur mon divorce ces 4 derniers mois. Je n'ai pas eu le temps ni l'intérêt de poursuivre M. Sullivan au-delà de ce qui était nécessaire pour les procédures légales. Connaissez-vous quelqu'un d'autre qui aurait pu avoir accès à des informations à son sujet? Avery y a réfléchi. L'enquêteur privé, Janet, les dossiers du tribunal qui étaient maintenant publics. Les informations sont devenues publiques dans les dossiers du tribunal lorsque mon divorce a été finalisé. Il a dit que n'importe qui aurait pu y accéder. Nous enquêtons sur la source des publications en ligne. Si nous trouvons des preuves de votre implication, il y aura des accusations. Après le départ de la détective, Avery a appelé Janet. Quelqu'un a utilisé nos dossiers d'enquête pour détruire Tran Sullivan en ligne. Il lui a dit, c'est regrettable, mais ce n'était pas nous. Notre travail s'est terminé lorsque le divorce a été finalisé. Les détectives semblaient penser que j'étais impliqué. Ils doivent enquêter sur toutes les possibilités. Mais à moins que vous n'ayez secrètement mené une campagne sur les réseaux sociaux contre l'ex-petite amie de votre femme, je ne m'inquiéterai pas. Avery n'avait mené aucune campagne. Il s'était concentré sur la poursuite de sa vie, et non sur la punition des personnes qui avaient endommagé sa vie précédente. Mais quelqu'un avait clairement pris les choses en main. 2 semaines plus tard, la détective Mitchell a rappelé. Nous avons identifié la source de la campagne de harcèlement en ligne. C'était Emma Dorsey, la sœur de votre ex-femme, a-t-elle dit. Emma. Elle a accédé au dossier du tribunal et a créé plusieurs faux comptes pour publier des informations sur M. Sullivan et les autres hommes que votre femme fréquentait. Elle affirme qu'elle essayait de protéger sa sœur en détruisant les hommes qui ont profité d'elle. Avery était stupéfait. Emma l'avait traité de sans-cœur pour avoir divorcé de Delilah, mais elle avait ensuite systématiquement détruit les hommes avec qui Delilah avait eu des relations. Est-elle accusée? Oui. Cyberharcèlement, mauvais traitement, diffamation criminelle. Monsieur Sullivan poursuit également des poursuites civiles. Qu'en est-il de mon ex-femme? Était-elle impliquée? Aucune preuve de cela. Il semble que sa sœur ait agi indépendamment. Après avoir raccroché, Avery s'est assis dans sa cuisine, essayant d'assimiler l'information. Emma avait été furieuse contre lui pour avoir refusé de pardonner à Delilah, mais elle avait été tout aussi furieuse contre les hommes qui avaient permis les liaisons de Delilah. Dans son esprit, tout le monde était responsable sauf Delilah elle-même. C'était un parfait exemple de la façon dont la famille de Delilah gère les problèmes, rejeter la faute sur tout le monde, protéger Delilah des conséquences et s'en prendre à quiconque la tenait responsable. 6 mois après la finalisation du divorce, Avery a reçu une visite inattendue au travail. Delilah l'attendait sur le parking quand il est parti déjeuner. Nous devons parler, a-t-elle dit en s'approchant de sa voiture. Non, ce n'est pas le cas. S'il te plaît, juste 5 minutes. Contre son gré, Avery s'est arrêté. Que veux-tu, Delilah? Je veux m'excuser. Vraiment m'excuser. Pas les fausses excuses que je t'ai faites pendant le divorce. D'accord. Je suis en thérapie depuis 4 mois. Une vraie thérapie. Pas les fausses réunions de rétablissement que je sautais. Et je comprends maintenant ce que je t'ai fait, ce que je nous ai fait. Avery a attendu. J'étais égoïste. Je m'ennuyais. Je voulais de l'excitation sans conséquence. Et je me suis convaincu que ce que tu ne savais pas ne te ferait pas de mal. Elle a pris une respiration tremblante. Mais ce n'était pas parce que tu ne savais pas. C'était parce que je ne me souciais pas des dégâts que je causais. Est-ce censé me faire me sentir mieux? C'est censé être honnête. Pour la première fois, je suis complètement honnête sur mes motivations. Qu'est-ce que tu veux de moi, Delilah? Rien. Je ne veux rien de toi. Je voulais juste que tu saches que je comprends ce que j'ai fait et que je suis désolé. D'accord, tu me l'as dit. Et maintenant? Maintenant, j'essaie de construire une vie qui ne dépend pas des. Mentir aux gens qui se soucient de moi. Elle s'est retournée pour partir, puis s'est arrêtée. Avery, quoi? Tu as eu raison de divorcer de moi. Je n'étais pas capable d'être une bonne épouse pour toi, et tu mérites mieux que ce que je te donnais.
Je sais. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui apprécie ce que tu as à offrir. Je ne cherche pas. Tu finiras par chercher. Et quand tu le feras, j'espère que tu trouveras quelqu'un digne de ta loyauté. Elle est allée à sa voiture et est partie. Avery est resté debout sur le parking, regardant ses feux arrière disparaître dans la circulation. C'était la première conversation honnête qu'ils avaient eue depuis des mois, peut-être des années, et cela n'a rien changé. 2 ans plus tard, Avery a été promu directeur de district, supervisant 37 magasins dans 4 États. Il a acheté une nouvelle maison dans un meilleur quartier et a commencé à sortir avec une femme nommée Kate, qui travaillait comme infirmière praticienne. Elle était franche, drôle et n'avait jamais été mariée. Lors de leur 6e mois d'anniversaire, Kate a abordé le sujet de son divorce. « Tu ne parles jamais de ce qui s'est passé », a-t-elle dit pendant le dîner. « Je sais que tu as été marié et que ça s'est mal terminé, mais tu ne partages jamais de détails. Que veux-tu savoir ? Je veux savoir si tu es toujours en colère à ce sujet. » Avery a réfléchi à la question. « Non, je ne suis plus en colère. »« Blessé ? » ?»« Non, pas blessé non plus. »« Alors quoi ? » ?»« Prudent. Je suis plus prudent quant à la confiance envers les gens. »« Tu me fais confiance ? » ?»« J'apprends à faire. » »« Qu'est-ce que ça signifie ? » ?»« Ça signifie que je fais attention aux incohérences. Je remarque quand les paroles des gens ne correspondent pas à leurs actions. Je recherche les schémas de tromperie. Ça a l'air épuisant. Ce n'est plus épuisant. C'est juste ma façon d'évaluer les gens maintenant. Kate a hoché la tête pensivement. Penses-tu que tu pourras un jour faire entièrement confiance à quelqu'un à nouveau ? Je ne sais pas. Peut-être. Mais cela prendra du temps et de la cohérence. Je peux faire avec ça. 3 mois plus tard, ils ont emménagé ensemble. Kate était patiente avec le besoin d'Avery de transparence et de communication. Elle comprenait que son précédent mariage lui avait appris à vérifier plutôt qu'à supposer. Un soir, alors qu'il rangeait après le dîner, le téléphone de Kate a vibré avec un message. « C'est mon ex-mari », a-t-elle dit en montrant l'écran à Avery. « Il veut ajuster le calendrier de garde pour le week-end prochain. »« Tu n'as pas à me montrer tes messages », a dit Avery. « Je sais que je n'ai pas à le faire, mais je veux le faire. Je veux que tu vois que je n'ai rien à cacher. » C'était un petit geste, mais il signifiait tout pour Avery. Kate comprenait que la confiance se reconstruisait par de petites actions constantes, pas par de grands gestes ou des promesses. 5 ans après son divorce, Avery a épousé Kate lors d'une petite cérémonie à laquelle ont assisté sa famille et ses amis proches. Pendant ses vœux, il a parlé des deuxièmes chances et de la différence entre le pardon et la sagesse. « J'ai appris que certaines personnes méritent des deuxièmes chances et certaines situations méritent une seconde réflexion », a-t-il dit en regardant Kate. La clé est de savoir distinguer l'un de l'autre. Après la cérémonie, le frère d'Avery, Michael, l'a pris à part. « Tu as l'air différent », a dit Michael. « Plus heureux, mais aussi plus apaisé. »« Je suis différent. » « Regrettes-tu la façon dont les choses se sont terminées avec Delilah ?» Avery a regardé à travers la réception, regardant Kate rire avec ses amis, ouverte et authentique d'une manière que Delilah n'avait jamais été. « Non », a-t-il dit. « Je regrette que ça m'ait pris si longtemps pour voir ce qui se passait vraiment. Mais je ne regrette pas d'y avoir mis fin, même si c'était douloureux, surtout parce que c'était douloureux. La douleur m'a appris à valoriser l'honnêteté et la cohérence. Elle m'a appris la différence entre quelqu'un qui fait des erreurs et quelqu'un qui fait des choix. Et Kate. Kate fait de bons choix même lorsqu'ils sont difficiles. 7 ans après la finalisation de son divorce, Avery a reçu une invitation de mariage par la poste. Delilah épousait un homme nommé David, un kinésithérapeute qu'elle avait rencontré en thérapie de groupe. Kate a trouvé l'invitation sur le comptoir de la cuisine en rentrant du travail. « Tu y vas ?» a-t-elle demandé. « Non. »« Tu lui souhaites du bien ?» Avery y a réfléchi. « Je lui souhaite la capacité d'être honnête avec son nouveau mari. C'est la meilleure chose que je puisse leur souhaiter à tous les deux. » Kate a hoché la tête et a jeté l'invitation à la poubelle. Ils n'en ont plus jamais discuté. 10 ans après le divorce, Avery était vice-président régional pour Valumax, gérant les opérations dans 12 États. Lui et Kate avaient 2 enfants dans une maison avec un grand jardin où ils organisaient des barbecues familiaux et des fêtes d'anniversaire. Un samedi après-midi, alors. Est-ce qu'Avery poussait sa fille de 4 ans sur une balançoire, Kate s'est assise sur le banc à côté de lui.
Penses-tu parfois à ce qu'aurait été ta vie si Delila n'avait pas eu ces liaisons? A-t-elle demandé. Avery a regardé sa fille rire alors que la balançoire la portait plus haut. Non, a-t-il dit. Je pense à ce qu'aurait été ma vie si j'étais resté marié à quelqu'un qui était fondamentalement malhonnête. Et je suis reconnaissant de ne pas avoir eu à le découvrir. Aucun regret? Aucun. La pire chose qui me soit jamais arrivée a conduit à la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Il a embrassé la main de Kate et est retourné pousser la balançoire de leur fille, pensant aux choix et aux conséquences et à l'étrange manière dont la dévastation parfois déblayait le terrain pour que de meilleures choses puissent pousser. Le soleil se couchait derrière leur maison, jetant de longues ombres sur le jardin où leurs enfants jouaient. À l'intérieur, le dîner attendait, les devoirs devaient être vérifiés et les histoires du soir devaient être lues. C'était un samedi soir ordinaire dans un quartier résidentiel ordinaire, rempli du genre de bonheur familial simple qu'Avery avait cru avoir perdu pour toujours. Il avait appris que certaines fins étaient en fait des débuts et certaines pertes étaient en fait des gains. Et parfois, la chose la plus dévastatrice que quelqu'un puisse vous faire était aussi la plus libératrice. Fin.